Bonjour Marie-Hélène, Bonjour Ludovic. merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Merci de m'avoir invité. Oui, le jainisme, c'est vraiment une religion qui est peu connue en France, donc je suis très heureuse d'être ici pour en parler un peu davantage. Bon, ben, c'est vraiment super. Moi, je connais pas du tout, donc ça va être l'occasion de découvrir tout ça. Vous êtes professeur assistant en Oui, théologie et religion à l'université de Birmingham. Donc oui, je pense qu'en français, on dirait maître de conférence, quelque chose comme ça, voilà. oui, ben justement, j'ai cherché Voilà. la traduction, j'étais pas sûr, donc j'ai préféré faire une traduction littérale, on Parfait. va dire. Vous vous spécialisez donc notamment dans le jainisme et vous étudiez la manière dont ça s'est développé en dialogue avec d'autres approches, que ce soit le bouddhisme ou l'hindouisme. Et Oui. vous étudiez également son impact, enfin son importance et son, son utilité peut-être dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Ou- Oui, voilà, oui, ce que la perspective Jain peut apporter, voilà, dans notre vie de tous les jours, oui, étant donné la vie moderne. Voilà, qu'est-ce que ça peut amener à ça? Alors, pour poser un petit peu de contexte pour commencer cette conversation, est-ce que vous pourriez nous exposer le parcours qui vous a amené à vous intéresser à cette tradition, et notamment avec cette perspective universitaire, ce qui est assez original. Enfin, de mon point de vue, je trouve ça assez original. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu ça? Oui, alors voilà, ça va mettre. Je vais essayer d'être rapide parce que c'était vraiment un long parcours. Mhm. Ça a commencé par une passion des langues et des écritures qui n'étaient pas l'écriture latine. Donc j'ai commencé par le grec ancien, le grec moderne, et je me suis intéressée au sanskrit aussi pour des raisons, pour voilà, pour comparer l'étymologie, ces choses-là. Puis après, j'ai commencé seulement après la philosophie du langage, la linguistique, et je suis arrivée à la logique formelle. Donc j'ai en fait ma thèse en logique formelle, ce qui paraît encore plus loin. Euh, mais vous savez que la logique actuellement n'est plus vraiment, on se consacre plus tant à la relation formelle entre signes, un peu ce qu'on imagine des mathématiques. De plus en plus, on se pose la question comment l'être humain acquiert de nouvelles connaissances au raisonnement, grâce à l'argumentation, etc. Et c'est ce qui m'a donné envie de lire des textes indiens médiévaux, de théorie de l'argumentation, de théorie du raisonnement. Donc j'ai commencé à lire ces textes en sanskrit. J'ai commencé par des textes bouddhistes parce que je pense que c'est les plus connus. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était vraiment un paradigme dans lequel les écoles de pensée discutaient entre elles. Ce Mhm. qui est très intéressant pour moi parce que ils discutent avec des présupposés vraiment différents et pourtant ils parviennent à discuter. Je vais pas dire qu'ils parviennent à être d'accord à la fin, mais ils discutent. Et ça m'a beaucoup intéressée et c'est là que j'ai découvert le jainisme. Et je suis restée sur l'étude du jainisme parce que il propose un modèle d'argumentation et de raisonnement qui prend en compte non pas une perspective, mais une pluralité de perspectives sur une même situation. Et ça, c'est vraiment pour moi, ça m'a intéressé au niveau logique formel, mais ça m'a intéressé petit à petit au quotidien, parce que d'abord j'ai compris que je comprenais rien à ces textes. Il suffisait pas de lire le sanskrit pour comprendre ces textes, qu'il fallait vraiment que j'assimile beaucoup plus les enseignements de l'Inde parce que c'est quelque chose de tellement vaste que j'ai commencé à lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, j'ai commencé grâce à je peux dire vraiment grâce à cette recherche, parce que comme vous dites, j'étais vraiment très académique, universitaire dans les bouquins, et j'ai commencé à rencontrer des gens, des Jains, que ce soit en Europe, mais aussi en Inde, et ça a vraiment changé ma vie. Et aujourd'hui, l'Angleterre, c'est fantastique pour ça parce que je suis entourée de communautés jain ou hindoues vraiment au quotidien. Euh, et voilà, donc je disais que c'était une invitation aussi à réfléchir à nos propres présupposés dans la vie quand on pense que quelque chose est la seule vérité. C'est intéressant de voir à quel point différentes perspectives contribuent de différentes façons à notre compréhension du réel. Et ça ne veut pas dire que tout est accepté dans cette philosophie-là, c'est juste que une pluralité de perspectives est permise. Et je pense, voilà, c'est une grande contribution parce que j'ai envie d'appeler notre monde un espèce de village mondial
On est au quotidien confronté à des gens qui ont des cultures très très différentes parfois de la nôtre, et c'est intéressant d'avoir cette ouverture, voilà, qui invite à plus de discussions, etc., et pas simplement juger via nos propres perspectives, mais essayer de prendre les leurs aussi. Donc voilà, c'est un peu ça qui m'a amené au jainisme. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup plus sur enfin, je travaille sur beaucoup de choses différentes, sur les pratiques des jains. J'enseigne à des étudiants en études religieuses. Donc, je travaille beaucoup sur les pratiques religieuses au quotidien, des jains et toujours aussi sur la philosophie plus théorique. D'accord. Et alors justement, pour mettre un peu plus de compréhension dans tout ça, est-ce que vous pourriez nous expliquer, alors j'imagine que c'est une question énorme, mais est-ce que vous Mm. pourriez nous expliquer ce qu'est le jainisme et peut-être nous expliquer en quoi c'est différent du bouddhisme ou de l'hindouisme? Donc, Oui, j'imagine qu'on pourrait écrire des euh, thèses là-dessus, mais bon. oui. Euh, j'ai envie J'ai envie de commencer par en disant que ce qui me paraît central, c'est cette croyance que chaque être vivant, donc vous, moi, cette minuscule particule, cette minuscule bactérie que l'on ne voit pas, mais que je devrais faire attention à ne pas écraser en bougeant trop vite ma main, on est tous des âmes éternelles dont la caractéristique essentielle est d'être conscience non obstruée. C'est difficile à dire en français, ouais. Mhm. Conscience non obstruée, félicité non obstruée, et ainsi que énergie non obstruée. Et il faut reconnaître ce fait, en fait. Et bien sûr, ces âmes éternelles vont s'incarner, avoir le corps physique que l'on connaît et aussi le corps karmique que l'on ne voit pas. Il y a aussi un corps, il y a différents types de corps. Et toutes les pratiques religieuses du jainisme visent à vraiment, j'allais dire, détricoter cette association. C'est une mauvaise association euh, et, et, euh, et on vise avec des pratiques pour cesser de désirer ci ou désirer ça, comprendre ce qui a vraiment ultimement de la valeur, ce n'est pas moi, Marie-Hélène Goris, existant au XXIe siècle, ce qui a de l'importance, c'est mon âme éternelle, en fait. Donc, beaucoup de pratiques de renonciation, parce que c'est pas évident de renoncer à Marie-Hélène quand je suis cette personne, et comprendre que mon âme est éternelle et est allée de réincarnation en réincarnation. Et ce qui implique, donc ça, c'est vraiment une croyance centrale du jainisme, ce qui implique aussi que je dois respecter toute vie autour de moi. Du coup, j'ose plus bouger mes mains trop vite. Donc, Mhm. et c'est le jainisme, c'est une tradition assez radicale dans ce sens où tout être vivant autour de nous doit être respecté de la même façon. Et quand je dis tout, ça implique même ne pas boire de l'eau du robinet si cette eau-là n'est pas filtrée au préalable pour éviter qu'il y ait des bactéries que j'avale, les choses comme ça. Euh, Qu'est-ce qui le différencie du bouddhisme ou de l'hindouisme? Merci, oui, pour cette question. J'ai envie, si vous me permettez, j'ai envie de prendre une métaphore un petit peu osée peut-être, mais j'ai envie Mhm. de parler du film Matrix, parce que dans le film Matrix, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est pas que le héros soit un informaticien un petit peu malheureux dans sa vie, etc. Ce qui importe, c'est qu'un jour, il a il a cette foi, ce saut de foi. Il prend la pilule rouge, je crois qu'elle Mhm. est rouge, C'est ça. et il découvre un autre monde. Il découvre qu'il est dans une cuve au préalable et un autre type de vie arrive. Eh bien, je pense que dans la plupart des religions indiennes, c'est ça qui est en jeu, en fait. On pense que la façon dont on vit n'est pas, comment pourrais-je dire, nous expérimentons une réalité qui ne correspond pas le mieux à la vraie nature de notre être, en fait. Donc, si on veut exprimer notre réelle nature, il va falloir vraiment faire un saut. Donc, ça passe par une foi correcte, mais aussi une connaissance correcte et une pratique correcte pour petit à petit. J'aime bien cette idée de détricoter Mhm. ou de détisser la trame du monde quotidien. Donc, l'homme et la femme qui vivent dans nos sociétés souvent sont ignorants du fait que
voilà, ils n'expriment pas de la meilleure manière possible leur vraie nature. Et donc, on veut aller au-delà de ça. Et ce qui va différencier le jainisme de l'hindouisme et du bouddhisme, donc le jainisme, c'est cette foi qui a une âme éternelle. Hmm. Et il faut vraiment dissocier cette âme de tout ce qui n'est pas elle. Pas seulement la matière, mon sang et ma chair, mais surtout la matière karmique qu'on ne voit pas. C'est ça vraiment qu'il faut désassocier le plus. Tandis que dans le bouddhisme, il y a cette croyance que il n'y a pas cette âme permanente qui existe. Donc c'est pas ça qu'on recherche. J'ai envie de dire que penser qu'il y a des objets persistants dans le monde comme des pots, des individus, des tables, c'est penser qu'on peut entrer deux fois dans la même rivière. Alors que c'est simplement des flux, qu'on est présenté avec des flux. Pareil dans le bouddhisme, c'est vraiment un enseignement de dire si vous pensez qu'il y a une âme persistante et permanente, encore pire, qui existe, c'est vraiment une coagulation Hmm. d'un flux. Mais on doit abandonner ça. Et l'hindouisme, l'hindouisme, c'est vraiment une invention très récente. Il y a des dizaines et des dizaines de courants, mais souvent on associe peut-être dans dans ce schéma assez général, j'ai envie de prendre un type d'hindouisme qui va dire que Dieu se manifeste dans le monde. Donc le monde est fait de Dieu, comme cette Hmm. table que vous ne voyez pas est faite de bois. Et Dieu, c'est soit un Dieu comme Shiva, Vishnu, la déesse, soit un principe plus général comme Brahman. Mais il faut réaliser que mon individu n'est qu'un type de un type de manifestation de cette divinité qui est pure conscience, etc., etc. Et pareil, donc là, c'est un peu une âme universelle. Et c'est ça mon voilà. Donc voilà, très Hmm. généralement, certains types d'hindouisme, on doit redevenir l'âme universelle et pas juste moi. Jainisme, on doit redevenir mon moi séparé de la matière karmique, et bouddhisme, on doit redevenir mon non-moi. J'ai Si une on peut être très question, rapide. alors justement, j'ai une question qui va peut-être continuer un petit peu ça, et même si ça peut paraître un peu spécialisé ou un peu trop théorique, mais est-ce qu'on pourrait Mm, considérer que le jainisme, c'est une approche plutôt dualiste ou non dualiste? Parce il y a dans votre description, on pourrait avoir tendance à penser c'est une approche dualiste. C'est-à-dire que d'un côté, on a cette âme éternelle, puis de mm, l'autre, mm. il y a tout ce qui n'est pas cette âme éternelle. Oui, le jainisme a été régulièrement présenté comme un dualisme dans ce sens-là. Mais c'est, ouais, ça va devenir technique peut-être. C'est Mhm. une école de philosophie qui s'appelle le Samkhya. Et le Samkhya, vraiment est la base parfois de la métaphysique, non seulement jain, mais aussi hindoue et aussi bouddhiste. Mhm. On voit que, à quel point beaucoup d'écoles de pensée se sont développées à partir du Samkhya et ont suivi d'autres types de développement. Mais donc oui, le jainisme, on a vraiment le jiva, euh, qu'on traduit souvent par âme ou soi ou principe vivant, et tout ce qui est ajiva, inanimé, tout ce qui est matière, notamment entre autres matière karmique, le temps, l'espace, le principe du mouvement, le principe du repos, etc. Euh, et dans le Samkhya, on a vraiment cette même chose. On a un sujet et un objet. Et le sujet est comme en face d'un miroir. Et tout ce qui se passe dans le miroir, on pense que c'est nous. Mais en fait, nous sommes le sujet. Le sujet qui ne peut pas se connaître comme objet de conscience, mais qui est pure conscience elle-même. Donc, il y a beaucoup de dualisme qui existe en Inde. Et après, justement, l'Advaita Vedanta, qui est l'un des courants de l'hindouisme, a dit non, 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 mais arrêtez cette histoire. Tout est brahman. Il n'y a pas quelque chose qui serait en dehors, en dehors de ce monde. Donc Et, oui, je pense que le jainisme, c'est ce qui a gardé le plus peut-être ce dualisme-là. et alors justement, parce que vous parlez de diffusion, et pourquoi est-ce que, selon vous, parce que j'ai l'impression quand même que le jainisme est peu connu en Occident, Oui. et pourquoi est-ce que ce serait moins connu? Est-ce que c'est plus marqué culturellement, ou est-ce que ça, il y a moins, ou est-ce que c'est une raison historique, peut-être? Mhm. Et disons que j'ai envie de dire qu'il y a.
bon, c'est l'une des trois grandes traditions qui a émergé en Inde au 4e, 5e siècle avant notre ère. Vraiment, quand le yoga est apparu, en fait, on a eu le bouddhisme, le jainisme et différents courants de l'hindouisme. J'ai envie de dire que si c'est moins connu, oui, voilà, il y a beaucoup de raisons. Disons que le bouddhisme, qui a disparu comme le quasiment de l'Inde au XIIIe siècle, je pense qu'il y a quasiment plus de bouddhisme en Inde, mais il a eu un succès extraordinaire en Asie, avec la route de la soie, la Chine, le Japon, etc., avec le Sri Lanka et beaucoup d'autres pays, ou avec après le Tibet, la Mongolie. Donc le bouddhisme a vraiment eu un succès fou en Asie, en dehors de l'Inde, et c'est ce qui fait que ça, c'est une religion qui a continué à se développer, se développer, se développer. L'hindouisme aussi, récemment, est devenu un facteur d'unification de tous les Indiens. Donc, il y a vraiment, il y a un côté politique aussi à la chose. Beaucoup de courants différents de l'hindouisme ont été repris ensemble et voilà, on montre, regardez ça, c'est l'identité indienne. Pour aller très vite. Donc, on voit pourquoi ces deux-là ont été très connus encore jusqu'à aujourd'hui. Le jainisme, c'est plus, n'a pas eu ces deux expériences-là. Et en plus, c'est une religion dans laquelle on ne va pas chercher à convertir. Mm. Y a pas, ça n'existe pas en fait. Il n'y a pas un baptême Jain qui fait que voilà, on a fait ça, donc maintenant on est Jain. Ça n'existe pas. Je pense qu'on est Jain parce qu'on est né dans une famille Jain. Ce que bien sûr ils sont très ouverts. Donc si vous voulez faire partie de la communauté, il y a régulièrement aucun souci. Euh, mais il n'y a pas un désir de convertir. Il y a un désir de nous convaincre de devenir végétarien au minimum Mhm. et d'avoir un soin pour les autres êtres vivants, mais pas un désir de convertir. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Donc c'est une religion assez minoritaire. Il y a peu de Jain dans le monde. C'est pas la seule religion de l'Inde qui a beaucoup d'importance et qui est peu connue en France. Je pense il y a très peu de Jain en France. J'ai rencontré quelques Jain à Paris, mais Mhm. c'est tout. Mais jamais une communauté en fait. Euh, je pense qu'en France aussi, d'autres religions comme le sikhisme sont très peu connues. Mhm. Et pourtant, là, le sikhisme a une importance énorme en Angleterre, au Canada, dans d'autres pays. Voilà, le jainisme, c'est une petite religion, mais avec une grande influence au niveau politique et économique en Inde. Et dans la diaspora, il y a aussi des communautés très importantes. En Belgique, il y a une communauté très importante à Anvers. En Suisse aussi. Et bien sûr, là où je suis en Angleterre, il y a Mhm. pas mal de communautés. Donc, mais effectivement, même en Angleterre, quand je dis que je travaille sur le jainisme, d'abord, c'est sur quoi? C'est régulièrement la première question que j'ai. Ah ouais, Mais ça commence à changer, ouais. Les Jains financent énormément de postes universitaires en ce moment pour que l'on puisse travailler de plus en plus sur leurs textes et surtout, en fait, voilà, surtout, on parlait davantage du végétarianisme et des choses comme Mhm. ça, en fait, protection de l'environnement. Ici, à mon université, ils ont créé deux positions, en fait, la mienne et un poste sur la non-violence, qui n'a rien à voir avec le jainisme, mais c'est, voilà, une maître de conférence qui enseigne la non-violence. Donc, euh, donc voilà, je sais pas si ça explique un petit peu. Si, 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 oui, oui. c'est clair. Et donc là, vous évoquez la non-violence donc il me semble que, enfin, oui, et l'éthique de manière plus générale, j'ai l'impression que c'est un axe de la pratique du jainisme qui est essentiel. Est-ce Mhm. que vous pourriez peut-être développer un petit peu cet axe-là? Puis, Oui. est-ce que c'est l'axe principal ou est-ce qu'il y a d'autres pratiques au sein de cette tradition? Merci, oui, parce que j'allais dire, j'aurais dit qu'il y a deux axes principaux, voilà, la non-violence et la renonciation. La Mhm. renonciation, c'est vraiment important aussi. Euh, donc voilà, d'abord développer sur la non-violence un petit peu, peut-être, c'est ça? Bah, je C'est veux bien, moi, ça m'intéresse. euh, oh, par exemple, je pourrais commencer par dire que au XXe siècle, il y a eu un Jain Rajchandra qui a été très important fin 19e et début 20e, qui a énormément inspiré Gandhi. Si vous lisez l'autobiographie de Gandhi, il explique que c'était quasiment son gourou. Ça ne pouvait pas être son gourou parce qu'il n'était pas hindou, mais c'était la seule raison pour laquelle il n'était pas son gourou. Il a beaucoup suivi les enseignements de Rajchandra, qu'il a beaucoup touché, et et son et sa euh,
ça, pardon, j'ai tous mes termes en anglais. Sa résistance non violente, tout son mouvement de résistance non violente à Gandhi, c'est énormément inspiré en fait du concept Jain de non-violence. Concrètement, le jainisme, c'est vraiment une communauté à la fois de moines et nonnes et de personnes laïques. Donc c'est une communauté en quatre, les moines, les nonnes, les laïcs hommes et les laïcs femmes. Ils ont besoin d'être ensemble pour qu'ils coexistent en fait, les Mhm. uns aident les autres, etc. Et les moines et les nonnes vont beaucoup plus loin que les laïcs, forcément, dans leur pratique. Et les jains sont très connus parce que les moines et les nonnes vont toujours marcher avec ce qui s'appelle un mupati, un petit mouchoir devant leur bouche pour être sûr de pas avaler des êtres vivants. Donc la non-violence est partout pour eux. Ils doivent toujours marcher avec une grande attention. Voilà, l'eau ne peuvent pas boire si l'eau n'est pas filtrée au préalable. Ils n'ont pas le droit de voyager en avion, en voiture, ou etc. Toujours marcher, marcher, marcher. Mhm. Euh, euh, Ça, c'est pour la non-violence, oui. Beaucoup, beaucoup de pratiques de ce type-là. C'est vraiment quelque chose d'important. Et j'ai envie de parler de la renonciation en même temps, parce que les moines et les nonnes vont renoncer jusqu'à la nudité de certains moines, en fait. La moitié des moines, il y a deux grandes traditions dans le jainisme. Et dans l'une de ces traditions, les moines vont même être nus. Ils renoncent aux Mhm. vêtements. Ils n'ont plus de honte résiduelle, donc ils vont nus. Et en tout cas, même ceux qui sont habillés de blanc n'ont sur eux qu'un petit balai pour balayer devant eux et être sûr de ne pas écraser, encore une fois, et un bol. Et ils vont mendier de maison en maison. L'idée, c'est que ils ne cuisinent jamais eux-mêmes et ils ne mangent non pas ce qui a été cuisiné pour eux, ils mangent ce qui a été cuisiné pour la famille et la famille est censée diviser les parts de façon plus petite pour pas créer d'excédent et l'une de ces parts va aller au moine ou à la nonne. Mhm. Et ils sont censés ne pas s'attacher au point de ne pas rester dans le même monastère pendant longtemps, mais vraiment être euh, aller de ville en ville et Mhm. bouger, bouger. Donc c'est vraiment une façon de vivre très très ce sont des pratiques qui ne sont pas du tout faciles à suivre. Et c'est pour ça que les laïcs vont avoir les mêmes vœux que les moines et les nonnes, mais ce qu'on appelle les petits vœux. Ils n'ont Mhm. pas les grands vœux, ils ont les petits vœux, donc ils peuvent se permettre beaucoup plus de choses. Ils ne doivent pas et donc les moines et les nonnes doivent faire attention à tous les êtres vivants, ceux qui ont deux sens, ça c'est aussi technique. Et les animaux qui ont deux sens, c'est aussi les bactéries, tandis que les laïcs ne doivent pas tuer les animaux à plus de sens. Donc les animaux comme les humains, euh, les mammifères, les oiseaux, mais s'ils tuent des bactéries, c'est moins grave pour D'accord. un être laïque en fait. Donc, ils ont besoin vraiment de coexister. Quelque chose de très important aussi dans les pratiques, l'une des pratiques les plus centrales aujourd'hui dans le jainisme, c'est le jeûne. Mhm. Des jeûnes très réguliers avec différents aspects. Différentes choses sont interdites pendant différentes périodes de temps. Donc, c'est pour vraiment apprendre à renoncer, à ne pas désirer ceci ou cela, etc. Et une autre pratique vraiment centrale, c'est celle de plus en plus, hein, c'est récent aussi, de la méditation. Ça dépend Mhm. différentes périodes dans le temps. Donc beaucoup de méditation, euh, beaucoup de demandes de pardon si jamais j'ai fait du mal. Le mal que je peux faire aux êtres vivants, c'est non seulement par les actes, mais aussi par la parole et par la pensée. Mhm. Donc toujours demander pardon de ce qu'on, voilà, si jamais on a heurté un être vivant en acte, en parole ou en pensée. Et toujours, du coup, que ce soit la renonciation ou la non-violence, c'est vraiment une attention constante, 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 constante. C'est comme voilà la vie en méditation. Mais Euh, la description que vous faites des pratiques et de cette subdivision entre les laïcs, les moines et les moniales et la pratique de la non-violence, ça fait quand même penser beaucoup aux principes qu'on retrouve notamment dans
de la vie monastique et laïque du bouddhisme. Mais Mm. là, c'est un degré au-dessus, quoi. On est sur les principes sont les mêmes, mais j'ai l'impression que l'application du principe va jusqu'au bout, quoi. Oui, c'est une grande différence d'ailleurs. C'est une grande différence parce que le Bouddha, à un moment, est allé jusqu'au bout et à un Mhm, moment, il s'est dit, non, 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 moi, ce que je veux offrir, c'est la voie du milieu. C'est pas ça que je veux. Et donc, il y a dans les textes, dans les textes très anciens, les bouddhistes et les jains se moquent les uns des autres, en fait. mhm, Euh, Par exemple, les bouddhistes vont dire des jains, je devrais peut-être pas donner ces exemples, c'est dans des textes avant l'ère commune. Ils disent des jains, oh, si on souffre parce qu'on a fait de mauvaises actions dans les vies passées, les jains ont dû faire beaucoup, beaucoup de mauvaises choses parce que, mon Dieu, ils souffrent au quotidien avec toutes leurs pratiques. Ou alors, les jains vont dire des bouddhistes, pour les bouddhistes, il y a que l'intention qui peut être mauvaise. Et donc, pardon ce que je vais dire, mais oui, s'ils mangent, l'exemple, c'est s'ils mangent un bébé à un moment en pensant que c'est un type de courge spéciale, et ben ils n'ont pas eu l'intention de faire du mal. Et donc c'est bon, c'est une nourriture pure pour eux. Donc il va y avoir beaucoup de moqueries les uns avec les autres, les uns entre les autres pour cette question. Je pense que c'est l'une des différences principales dans les deux chemins. Et aussi, quelque chose qu'on ne doit pas oublier, parce que là, j'ai insisté beaucoup sur la non-violence et la renonciation, mais que ce soit dans le bouddhisme ou dans le jainisme, ce sont de longues, longues traditions qui ont vu beaucoup, beaucoup de changements et les pratiques de dévotion sont très, très importantes dans les deux aussi, mhm, selon les lignées. Parce que c'est pas, il y a des jains qui vont ne faire que la méditation et qui vont critiquer, la vénération des dieux, mais il y a des jains qui vont vénérer des statues des des différentes jinas. Donc ça, les pratiques de dévotion sont très, très, très importantes dans le temple Jain. Vous allez avoir des statues de chaque personne importante. Et on va avoir de la dévotion pour eux. Il y aura des chants. Donc ça, ce sont des aspects qu'il ne faut pas oublier. Et d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, si je peux me permettre de prendre une minute pour ça. Les personnes, donc bouddhisme, ça vient de Bouddha, la racine qui veut dire éveillé. Donc on suit l'enseignement des Bouddhas, des êtres éveillés. Et dans le Jainisme, ça vient de Jina, qui veut dire celui qui est victorieux, parce qu'il a réussi à conquérir ses passions. Il est mhm, passé au-delà de ça. Voilà, c'est l'homme victorieux et on va les suivre. Mais dans le jainisme, ils sont pas appelés djinal. Très souvent, ils sont appelés les tirthankara, qui veut dire des faiseurs de guet. Donc le guet, c'est vraiment ce passage dans une rivière qui est vraiment où l'eau est peu profonde et donc on peut marcher et traverser la rivière. Ils vont nous aider à traverser l'océan des réincarnations sans nous noyer. Ils sont comme des modèles que l'on suit. Et on les suit grâce non seulement à leur enseignement, mais grâce aussi à la communauté dont je viens de parler, qui a été faite. Donc c'est vraiment ces Tirthankara qui sont très importants. Et le dernier d'entre eux, Mahavira, le grand héros, Mahavira, euh, vraiment a vécu au même moment que le Bouddha, un tout petit mhm, peu avant. Ils ont une biographie absolument similaire. Il est né dans une famille royale, il l'a quitté pour devenir un ascète. Donc Mahavira, c'est vraiment peut-être la première, oui, c'est vraiment la première personne que les Jains vont prier. Simplement, c'est pas un dieu comme le dieu des chrétiens ou qui va nous écouter, parce que par définition, ces êtres libérés n'ont plus aucune interaction avec notre monde. Donc, on peut prier, etc., mais c'est pas un dieu qui va entendre. C'est plutôt quelque chose, un être divin, donc qu'on va utiliser comme un modèle. mhm, Et il peut y avoir de bonnes vibrations parce il y a cette croyance qu'il habite aussi la statue. Et donc, on voit cette pratique qu'on a beaucoup dans l'hindouisme aussi, de faire ça devant la statue pour absorber les bonnes vibrations mhm. aussi. Donc, toutes ces choses vont exister. C'est très, très, très proche de l'hindouisme, autant que c'est proche du bouddhisme, Oui. autant que c'est proche parfois du sikhisme. Les œuvres de charité aussi sont quelque chose d'important. C'est vraiment une tradition très complexe. Et juste une dernière chose, dans le temple à Birmingham, par exemple, il y a 5 traditions profondément différentes qui viennent à ce temple et qui ont des espaces différents, en fait. Et c'est bien plus que si on mettait tous les chrétiens ensemble, parce que leurs pratiques sont vraiment très différentes Mhm, de l'une à l'autre. Mais dans la diaspora, on peut pas se permettre de construire un temple pour chaque tradition. Donc, il va y avoir un temple général et c'est très œcuménique, en fait.
Voilà. Peut-être que là, c'est l'une des différences qu'on peut retrouver. Bah, le bouddhisme en France, par exemple, Mm, chaque école a sa chapelle, on va dire. Enfin, mm. C'est il vrai. n'y a Ah pas oui, oui, de, oui. C'est vrai. il y a peu de regroupements œcuméniques. Enfin, il y a l'Union bouddhiste de France qui est, Mm, mm, mais sinon, c'est vrai qu'on est sur des choses assez séparées parce qu'ils font œuvre de conservation et de, mm. et donc, et puis comme il y a quand même beaucoup de bouddhistes, que ce soit des pratiquants, des sympathisants, etc. Euh, Et peut-être la différence, c'est aussi que les Jains, souvent, voilà, ce qui est oui, ils ont migré de l'Inde puis du Kenya, etc. Mais souvent, c'est aussi ils se retrouvent parce qu'ils viennent tous du Gujarat, ou ils viennent tous du Kenya, ou ils viennent tous aussi de là. Donc mm. ils sont arrivés en Angleterre pour ça. C'est des communautés de l'Asie du Sud-Est en fait qui se retrouvent. Tandis que pour le bouddhisme, je pense que c'est pas forcément en lien avec une communauté qui a immigré dans un pays. Parfois ça Ça va l'est. peut-être Si, si, dépendre, parfois ça ouais, l'est. ça Si, va si, dépendre. oui, les temples laotiens, etc. Oui. Non, je pensais à certains temples ou certaines communautés où c'est aussi les Anglais eux-mêmes qui viennent Mm. là et qui se développent. Oui, il y a des histoires très, très différentes finalement, oui, c'est vrai. Ouais, ouais, Mm. je trouve ça fascinant. Mm. Vous avez évoqué la pratique de la méditation. Oui. Dans le jainisme, donc c'est une pratique qu'on retrouve ben, dans différentes traditions. Comment est-ce que ça se présente? J'imagine qu'il y a plusieurs façons de méditer dans le jainisme, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer en substance comment est-ce que ça se présente? Euh, oui, oui, il y a beaucoup de façons de méditer différentes. Quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un intervalle de temps qui est souvent le même, qui est de 48 minutes. Et je pense que on a montré, d'ailleurs, et les classes, quand on donne quand on enseigne à des étudiants ou à des écoliers, souvent les classes, c'est un petit peu moins d'une heure. Mhm. Et je pense que c'est pas un hasard, en fait. Il y a cette période pendant laquelle il est plus facile d'avoir une attention soutenue. Et souvent, les séances de méditation vont durer 48 minutes, en fait. C'est typique. Euh, comment dire on va donc la méditation en ce moment que j'ai vu pas mal s'appelle Preksha Dhyana. Euh, alors je peux pas le dire en français. Mhm. Insight Meditation. Insight, comment on pourrait traduire ça en français? Vision Euh, pénétrante. vision, voilà, ouais. Et donc vraiment ça consiste à se mettre en position assise, les yeux fermés, et quelqu'un va faire une méditation guidée où on va penser à chaque partie de notre corps Mhm. euh, et juste respirer profondément. Mais au final, lorsqu'on va au temple et qu'on va, l'une des grandes pratiques de vénération des statues, c'est simplement de regarder ces Mhm. statues. Et ça, c'est un type de méditation également. En fait, on va les regarder. On peut même les regarder en ligne maintenant depuis le Covid. Il y a des caméras qui vont les filmer non-stop, ce qui pose des problèmes aussi, parce qu'on est censé les regarder dans un endroit qui est pur. Mhm. La question de la pureté va être très, très importante dans le jainisme. Euh, et c'est des choses comme ça, à chaque fois on organise pas mal d'événements qui sont à la fois universitaires et à la fois qui sont ouverts à la communauté. Et on commence toujours par réciter un mantra, le Namokar mantra. Et qui, pareil, quand on récite ce genre de formule, très souvent on a les yeux fermés et c'est comme une mini méditation. Mhm. Et à chaque fois, on commence nos discussions par ça. Et ça nous met dans un état d'esprit bien meilleur pour après discuter. Je pense que c'est une façon fantastique de commencer, de commencer voilà, une discussion ou même une conférence, en fait. Mhm. Juste prendre le temps, faire un pas de côté et se calmer à l'intérieur, en fait, et être ouvert d'une façon différente. Donc, Donc voilà, c'est ces petits espaces de méditation qui existent. On peut prendre voilà, ce pas de côté, on peut le faire à n'importe quel moment de la journée, n'importe quel mhm. acte. Donc la méditation est censée être là un petit peu dans l'arrière-plan tout le temps, en fait.
Mm. donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a cet axe de, on calme un peu l'esprit quand même, Oui, et puis on essaye de voir ce que notre expérience nous montre. oui. Voilà, oui. Donc, Et une chose dont j'aime pas parler, alors qui est vraiment centrale, c'est le karma. mm, La théorie du karma est vraiment importante chez les Jains, et le calcul du karma aussi. Donc il va y avoir les mathématiques Jain sont fantastiques parce qu'ils ont calculé des choses avec des nombres très très grands, différents types d'infinis, etc. Et le karma, j'en parle parce que c'est l'une des choses qui peut nous apaiser. Les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver aussi. mhm, Donc on ne meurt pas parce qu'on a été, on ne meurt pas parce qu'on a été heurté par un camion, par exemple, si je prends un exemple très violent, mais on meurt parce que notre karma est arrivé à exhaustion. Euh, on accumule différents types de karma et l'un de ces types, c'est un karma de vie. mhm, Et ce karma de la vie, il est fixe. Il est fixe, il est là dès le début quand on est. Et à chaque naissance, c'est un nouveau, un nouveau délai. Et juste une métaphore que j'aime bien, c'est celle de l'eau qui va se décanter, en fait. Imaginez, vous avez de la boue, vous ne la bougez pas, vous ne la remuez pas pendant un moment, vous l'apaisez et au bout d'un moment, toutes les particules de poussière, etc., vont être au fond et l'eau va être claire à nouveau au-dessus et on va pouvoir voir clairement pas au-dessus et ces particules karmiques, si on peut dire, vont être mhm, en bas. C'est comme ça que on peut lier beaucoup la connaissance et les pratiques de non-violence aussi dans le jainisme et aussi le karma. Donc il faut pas être inquiet en fait. Ce qui doit arriver doit arriver. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà écrites, mais il faut faire du mieux qu'on peut. On est en train d'écrire des choses pour le futur aussi. mhm, Voilà, donc ce qui m'amène aussi à dire que la connaissance est quelque chose de vraiment central. C'est pour ça aussi qu'on peut avoir des conférences et que la communauté va être très intéressée de venir. Il y a un dialogue continu entre les universitaires et les Jains pour ça, parce que comprendre davantage, ça fait vraiment partie de la pratique religieuse, en fait, j'ai envie de dire. Mm. Et en parlant de pratiques religieuses, enfin la pratique du jainisme, euh, j'imagine que comme dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme, il y a un but ultime à tout ça, qu'on peut appeler l'éveil ou la libération. Est-ce qu'il y a quelque chose de ce ressort-là dans le jainisme? Oui, même si on essaye, on essaye de vraiment de brûler le mauvais karma et de ne garder que le bon et ultimement de plus avoir de karma du tout. Donc, il y a, genre, les Jains aujourd'hui parlent de deux perspectives, même si dans l'histoire c'est de la philosophie plus bouddhiste que Jain. Hmm, Donc, il y a une perspective mondaine, si je puis dire, et une perspective ultime. Donc, dans la perspective mondaine, l'idée c'est de ne pas faire de mal et d'avoir le maximum de bon karma et le minimum de mauvais karma. Et dans la perspective ultime, l'idée, c'est de ne plus avoir de karma du tout et d'être simplement cette âme pure, totalement isolée aussi, qui ne peut plus communiquer. C'est mhm, comme la monade de Leibniz. Euh, mais ce but-là, en fait, n'est plus accessible aujourd'hui. Parce que c'est Kali Yoga aujourd'hui, comme vous savez. L'être humain ne vit pas assez longtemps, on ne vit qu'autour de 100 ans, alors que dans l'âge d'or, on pouvait vivre des milliers d'années. C'est ça. Il y a trop de misère, il y a trop de souffrance aujourd'hui. C'est pas assez pour qu'on soit capable d'être apaisé assez et de se libérer totalement, en fait. C'était très peu de temps après la vie de Mahavira que les dernières personnes se sont libérées en fait dans notre monde. Mais c'est pas grave parce que c'est aussi cyclique. Donc hmm. le nombre d'âmes reste et dans quelques milliers de milliards d'années, on retrouvera un âge d'or et on pourra se libérer à nouveau. Donc mais c'est pas grave, même si on peut pas se libérer, c'est très important de faire tout pour. Donc ça c'est le but ultime et il y a une espèce de vénération de la communauté monastique parce que eux vont vraiment très loin. Quelque chose que j'ai constaté dans le jainisme, c'est cette répétition constante du fait que c'est absolument rare d'être un être humain, encore plus rare d'être un être humain qui est né dans cette conscience des enseignements de Hmm. Mahavira. Et il faut vraiment pas rater cette chance. Il faut vraiment pas rater cette chance et agir du mieux qu'on peut
minute après minute après minute après minute. Hmm. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires qui défraient les chroniques. Par exemple, une jeune fille, une fille, c'est pas encore une jeune fille de 7 ans, qui a tout renoncé, qui est devenue nonne au Gujarat l'an dernier. Ou alors cette famille, il y a quelques semaines, une famille dans laquelle le fils, son père et le grand-père ont renoncé en même temps. Et quand je dis renoncer, c'est des familles régulièrement très riches qui donnent vraiment tout leur argent Hmm. et qui partent vivre une vie de renoncement absolu, en fait. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, des héritiers d'Empire du Diamant, des choses comme ça, qui voilà, donnent tout pour des hôpitaux. Il y a même des hôpitaux pour les oiseaux, des choses comme ça. Oui, c'est vraiment, oui, comme vous disiez, un cran au-delà. Oui, et puis alors, j'entrevois peut-être une petite explication de pourquoi est-ce que c'est moins répandu en Occident Ah, ok, dans ce que oui. vous m'avez décrit là, parce que par rapport à l'accessibilité de la libération. Hum, On va dire, si on parle de façon très libérale, le marketing derrière certaines pratiques hindouistes ou bouddhistes ou de hum, certaines écoles vont assurer, entre guillemets, une libération dans cette vie présente. hum. Et ça peut Non, être ça va pas. euh, dans une société consumériste, matérialiste, telle que l'Occident, je pense qu'il y a un truc que ça déclenche quelque chose. C'est-à-dire que et puis il y a des pratiques qui vont mener à un résultat rapide, entre guillemets. Hum, Et donc finalement, il y a quand même un attachement derrière tout ça. Et alors que ce qu'on voit dans le jaïnisme, c'est que c'est un renoncement complet, même finalement, à hum. réaliser dans cette vie quoi que ce soit. Et Ouais. c'est Et vraiment radical, quoi. c'est radical, mais il faut vraiment saisir l'opportunité parce que si on la saisit pas, dans quoi on va se réincarner la prochaine Hmm. fois? Et si on se réincarne dans quelque chose en dessous d'un animal, combien d'années il va falloir pour revenir à l'être humain? Donc même s'il n'y a pas de libération, c'est très important de faire très attention aujourd'hui. Ah, et juste quelque chose, on peut aussi se réincarner euh, dans un paradis ou dans un enfer. Hmm. Donc, quand on se réincarne, on devient soit un être élémental, eau, terre, feu, soit une plante, soit un animal, soit un être humain, soit un être célestial, soit un être infernal. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant notamment parce que ça réintègre certaines divinités hindoues. Si vous entrez dans un temple Jain, certains, vous serez très étonnés de voir qu'il y a des dieux hindous. Hmm. Mais ils sont pas dans le centre. Ils sont pas sur l'autel principal. Sur l'autel principal, c'est vraiment que ces Jinas qui se sont libérés, mais tout autour, c'est possible d'avoir des divinités hindoues, puisque justement, comme vous dites, on a besoin de certains, parfois, de résultats plus directs. Et donc, ces divinités-là, on peut leur prier d'une façon où enfin, ils vont nous entendre. Et ils vont peut-être exaucer nos prières, en fait. Mm. Et après, il y a beaucoup de changements dans les pratiques. Je sais qu'il y a une toute nouvelle, et beaucoup de jeunes critiquent ça, il y a une toute nouvelle branche du jainisme qui suit Rakesh Bhai, un gourou qui, il y a une grâce en fait. Le gourou peut donner sa grâce et on peut avoir un progrès spirituel grâce à cet acte-là. Ah, voilà. Je pense que si on se concentre sur n'importe quelle tradition, sa complexité se dévoile, se dévoile. Oui, 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 on tire sur la pelote et il y en a ouais, de plus en plus qui voilà. viennent. Alors, et Et dans les justement, communautés, oh pardon, oui, dans les communautés jain indiennes, il y a beaucoup de célébrations qui sont très très festives en fait, des hmm. danses, des chants. C'est pas que de la renonciation en fait. Et alors justement parce que là on parle de choses quand même très euh, adaptées à une société donc plutôt de l'Inde, etc. Euh, En quoi, selon vous, ces pratiques peuvent être utiles, entre guillemets, ou peuvent apporter quelque chose à l'Occident d'aujourd'hui, qui est un petit peu, pas qui est tel qu'il est, mais bon. Et l'Inde aussi, hein. Je pense Oui, que oui, oui, mais qui est très voilà. occidentalisé finalement maintenant. Mais Je sais pas parce que on fait souvent la distinction entre Est et Ouest, mais il faut aussi faire la distinction entre le monde moderne, pré-industriel et post-industriel. mm, Il y a cette distinction-là qui existe et
c'est pas juste le post-industriel, c'est pas on suit l'Occident, c'est on change la vision aussi de ce point de vue-là. Euh, oui, donc je pense que ça peut contribuer parce que ah d'ailleurs j'avais écrit un tout petit article là-dessus. J'ai essayé donc parle à la terre et elle t'instruira. Mhm. J'ai écrit un tout petit chapitre sur le jainisme là-dedans. Je pense que ce qui c'est cette conscience continue en fait constante et c'est là que vous savez que Gandhi est considéré comme l'un des premiers écologistes indiens. Il n'était pas écologiste lui-même, mais sa philosophie est telle que ça promeut des actes plus en conformité en fait avec euh, avec l'environnement en fait et sa préservation. Et là, l'idée, je pense que voilà, elle est double. C'est encore une fois, comme ils doivent renoncer en permanence, ils font très attention à ne pas, on ne va pas désirer surconsommer. Mhm. Et d'ailleurs, c'est une question que j'ai entendu plein de gens poser, mais qu'est-ce qu'on dit à nos enfants qui vivent là-dedans et comment et la deuxième chose, ne pas tuer et en fait tout ce qui est végétarianisme ou véganisme, c'est des choses qui contribuent aussi aux luttes pour la protection de l'environnement. Donc tout ça, ça va de pair. Même si il faut pas oublier que c'est pas le but du jainisme de protéger l'environnement. Mhm. Donc il y a beaucoup de choses. Par exemple, un compost. Qu'est-ce qu'un compost? Est-ce que c'est pas, je sais pas sûr qu'un jain puisse nourrir un compost ou même, je sais, il y a beaucoup de choses. Ou les moulins avant qu'on utilise pour essayer de pas utiliser d'autres formes de, il y a beaucoup de choses qui vont potentiellement entrer en conflit en fait avec certains choix de l'environnementaliste. Malgré tout, cette pensée continue, cette conscience continue de nos actes et toujours agir avec restreinte, voilà restreint dans nos actes, toujours faire attention, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment contribuer à la société actuelle. Ça, c'est quelque chose j'applique au quotidien. Essayer de me restreindre, même si je me suis pas restreinte sur les livres, par exemple. Mhm. C'est que l'une des choses. C'est C'est compliqué, hein, les difficile. livres, hein. C'est compliqué ouais, de ne pas craquer. Mais juste réfléchir avant de faire quelque chose. Oui, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça, je Mhm. pense que ça peut contribuer. Voilà, Et je pense donc, vraiment, oui. je suis un peu curieux. Donc, vous avez une pratique du jaïnisme au-delà même de l'intérêt universitaire et de votre pratique professionnelle. Est-ce que vous pratiquez le jaïnisme au quotidien? Enfin, vous Alors non, essayez. non, je pratique pas le jainisme. Je suis un être plein de passion, mais je fréquente beaucoup de jains et aussi beaucoup d'hindous, de sikhs. Et cette fréquentation-là m'a beaucoup amené en fait. Et même les textes aussi, les textes m'ont beaucoup amené. Et c'est quelque chose d'important pour moi de voilà de réfléchir avant d'agir, de respirer et de savoir et cette idée que voilà c'est une chose idiote mais je n'écrase plus les araignées quand il y a des Hmm, araignées chez moi je me dis, Eh, elle a le droit d'être là autant que moi et donc ça m'a même permis de plus avoir peur et donc s'il y a hmm. des animaux qui veulent vivre dans ma maison c'est même pas ma maison ils vivent aussi c'est une espèce de communion ça c'est quelque chose que je fais et qui m'intéresse toutes les luttes pour l'environnement après euh, je les trouve très importantes et je les suis, mais c'est pas forcément le jainisme. Le jainisme les nourrit, mais c'est quelque chose voilà qui est aussi là en parallèle. Et qu'est-ce que je fais d'autre Je me suis mise au yoga. Ah. Ça, c'est quelque chose qui est devenu important dans ma vie. Et voilà, savoir prendre le temps de respirer et de s'apaiser aussi. Alors, je ne crois pas au karma, mais juste, mais le type d'apaisement auquel on pense quand on pense à ça, c'est quelque chose que j'essaie de cultiver en moi, oui. Et en tout cas, je suis très heureuse de pouvoir présenter ces morceaux de sagesse aussi aux Hmm. étudiants et voir ce qu'ils en font, ce qu'ils veulent retenir, ne pas retenir, comment ils veulent développer ça pour eux-mêmes. Je pense que je suis vraiment très, très, très heureuse de faire ce métier-là. Je trouve que ça a un impact en fait sur le monde et j'ai une chance inouïe d'être tombée là-dessus par hasard en fait, si on peut dire. Mm. Oui, c'est une belle, c'est un beau hasard. Je Oui, oui, oui. trouve.
Et alors justement, pour les personnes qui souhaiteraient, euh, qui ne connaîtraient pas le jainisme, qui souhaiteraient peut-être découvrir euh, cette Mm. tradition, cette pratique, cet ensemble de pratiques, comment est-ce que vous conseilleriez une telle personne, quelles ressources vous lui conseilleriez? Alors, merci, oui, parce que vous savez, j'ai travaillé pas mal d'années à l'université de Gand en Belgique. Et là, on remarquait, parce que justement, il y a une grande communauté de Jain pas loin, on remarquait que la plupart des ressources étaient en anglais. Et l'une des choses qu'on a décidé de faire, c'est une série de vidéos dans les trois langues de la Belgique. Donc, elle est en français, en flamand et en allemand. Et je ne sais pas si on peut mettre un petit Je, lien vers ces vidéos, je mais il y mettrai a bien le lien, bien sûr. une série de classes, donc c'est moi qui l'ai écrite et je présente la version française et un de mes collègues présente la version flamande et allemande. Donc ça existe en ligne, mais effectivement, la plupart des choses sont en anglais, ou si elles ne sont pas en Gujarati. Mhm. Mais cette année, professeur Nalini Balbir, c'était une grande professeure à la Sorbonne Nouvelle à Paris qui vient juste de prendre sa retraite et elle vient de publier ce livre à la découverte du jainisme qui est fantastique. Alors je pense que si vous, c'est vraiment la chose à lire. D'accord. Du coup, j'ai regardé dans ma bibliothèque les livres que j'ai en français. Et après, si vous aimez la littérature, on a quand même pas mal de choses en français, hein, parce que dans d'autres Mhm. langues, il y a vraiment beaucoup moins. Euh, c'est Jérôme Petit qui a fait qui a traduit la réalisation du soi, la quintessence du soi. Vous avez aussi le célèbre Yogindo, Lumière de l'absolu, et la balade des coquins. Ce qui est vraiment drôle. Ils se moquent de la mythologie hindoue, on peut dire, en disant est-ce que c'est vraiment ça? Et j'avais juste deux autres livres. Il y a vraiment pas grand-chose. Je pense que c'est quasiment presque tout ce qu'il y a sur la cuisine jain, parce que le Mhm. régime alimentaire est vraiment voilà, euh, délivrance et convivialité. Et il y avait aussi ce livre Comment les jains critiquent la mythologie hindoue aussi. Euh, oui, donc vraiment, commencer par Nalini Balbir. Elle fait énormément de choses. Et après, si vous lisez l'anglais, il y a même... Moi, je travaille beaucoup avec l'Institut de Jainologie à Londres. Ils ont des projets fantastiques et l'un de leurs projets, c'est Jainpedia. Et dans D'accord. Jainpedia, vous pouvez vraiment faire confiance à ce qui est dessus. Tous les articles sont lus et écrits par des universitaires. Vous avez accès à pas mal de collections avec des beaux manuscrits. Euh, on travaille aussi avec la Wellcome Collection, le British Museum, British Library et le V&A Museum. Donc il y a vraiment il y a beaucoup de belles choses. Les manuscrits Jain sont régulièrement très très beaux, bien illustrés. Allez voir tout ça. Et malheureusement en France, j'ai pas de temple à conseiller d'aller voir. Oui. Mais autour de Londres, il y a beaucoup de temps. Allez, à Anvers, c'est plus compliqué parce que la communauté sont des diamantaires et donc c'est parfois plus compliqué d'accéder à cette communauté. Mhm. Mais, autour de Londres, il y a beaucoup de temples Jain fantastiques avec des piliers en marbre sculptés. Là, franchement, juste, vous serez accueillis à bras ouverts. Juste le dire à l'avance parce que c'est comme les églises, c'est pas toujours ouvert. Mais beaucoup autour de Londres, beaucoup de Leicester, Coventry, Birmingham. Il y a beaucoup, voilà. Manchester, je pense à aussi un temple, je suis pas encore allée. Je pense que la meilleure façon, c'est juste d'aller dans un temple et de découvrir ça, en fait. L'accueil est toujours vraiment très chaleureux. Mm. Je vous remercie en tout cas pour vos réponses très instructives et puis votre enthousiasme palpable. On sent la passion Oui, oui, derrière tout ça. je suis très heureuse de... Et je mettrai donc les références, les liens des vidéos et également des livres pour que les personnes aillent Oui, se les procurer. Et et puis, il faut pas hésiter à m'écrire aussi s'il y a des questions plus précises, parce que je peux aussi rediriger vers d'autres personnes, etc., quoi. Mm. d'accord, bah, je mettrai Mm. toutes les informations en description et puis je pense que je mettrai la vidéo en ligne normalement ce dimanche, D'accord. si les choses se déroulent comme je le prévois. Et, je vous remercie encore de ce temps. Je pense qu'on a dépassé les 48 minutes, Si, euh, oui, ouais, c'était parfait. malheureusement, mais, Ouais, je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne journée et
bah, voilà, amusez-vous bien. Merci, bonne journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir.